Lundi 26 mai 2025. C'est une semaine après la deuxième grande représentation théâtrale de Trump à la Maison-Blanche. La première était avec Zelensky et la deuxième était avec Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Mais lors de cette rencontre, ce n'était pas Ramaphosa qui était important en tant que personnalité marquante. C'était Julius Malema des Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique d'Afrique du Sud, le parti qui menace, qui veut reprendre la terre. Il veut instaurer un système similaire à celui de la Chine. Leasing, c'est-à-dire que la terre serait attribuée à celui qui l'utilisera pour un but précis. Accorder des prêts sans intérêt, précisément parce qu'aucun des démunis qui vivent dans les ghettos, avec 40% de chômage en Afrique du Sud, dans des bidonvilles, aucun de ces déshérités n'a de biens de valeur à mettre en garantie pour obtenir un prêt et lancer une entreprise. Donc, même si on leur donnait la terre avec des titres de propriété, ils la braderaient pour quelques miettes afin de pouvoir manger, car ils n'ont pas le capital nécessaire pour la cultiver. Mais reprenons l'histoire depuis le début pour bien comprendre en détail ce qui s'est vraiment passé avec les affaires de Mafosa et Trump il y a une semaine. Ce théâtre, qui, comme on me l'a dit, s'est même joué en Grèce avec les mensonges de Trump, avec la propagande, il faut remonter à l'histoire de l'Afrique du Sud et cela, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà fait une émission avec mon ami Kostas Varveris, spécialement consacrée à l'Afrique du Sud, centrée sur Julius Malema. Centrée donc sur le grand panafricaniste, sur l'homme qui a fondé ce parti pour parler de liberté économique. Pourquoi? Parce que depuis la fondation de l'État d'Afrique du Sud, depuis la chute de l'apartheid, en 1994, à l'époque de Nelson Mandela, alors que tout le monde en Occident célébrait hypocritement la fin de l'apartheid, alors que quelques années auparavant, il qualifiait Nelson Mandela et son parti, le Congrès national africain, de terroristes. Thatcher le considérait comme un terroriste. Ses successeurs sont allés déposer des couronnes à la prison de Mandela. C'est l'hypocrisie habituelle. Un jour ils feront la même chose. Ils iront sûrement déposer des couronnes pour les morts du Hamas. Bref, cette injustice donc, ce que Mandela a fait après la chute de l'apartheid, pour le dire simplement, c'est qu'il s'est arrangé avec les entreprises internationales, il a échangé leur tolérance contre l'instauration d'une soi-disant démocratie, il a accordé un droit de vote aux Noirs qui, jusque-là, n'avaient pas de vote égal, ils avaient très peu de représentants au Parlement et la majorité blanche avait la plupart des sièges. Mais ils ont laissé la terre entre les mains des colonisateurs, cette terre volée aussi bien au cours du XXe siècle après les guerres des Boers que l'Empire britannique a mené contre les Boers, volée par Cecil Rhodes qui a mené la grande expansion de l'Afrique du Sud et qui bien sûr a fondé aussi les nouveaux États, c'est-à-dire la Rhodésie. Mais cette terre a aussi été volée bien avant par les colonisateurs. Dès 1600, depuis le début de la colonisation, par ceux que nous appelons aujourd'hui les Boers, les Afrikaners, qui se considèrent désormais comme autochtones. Pour que l'on comprenne donc l'ampleur de l'injustice, il suffit de dire que cette minorité blanche, qui représente 5 à 7% de la population, possède 70% des terres cultivables. Et après la soi-disant libération et la chute de l'apartheid, tous les soi-disant libérés ont été entassés dans des ghettos, dans des bidonvilles, sans égouts, sans eau courante, à l'extérieur des grandes villes, tandis que les anciens partisans de l'apartheid, clairement racistes et qui le restent pour la plupart jusqu'à aujourd'hui, surtout ceux qui vivent à l'étranger, comme M. Elon Musk. Tous ceux-là sont restés dans leurs riches demeures
ont conservé leurs entreprises, bien sûr les multinationales ont gardé les mines, tout ce qui a été accaparé, en grande partie, les tribus qui ont été chassées de leurs terres ne les ont jamais récupérées et la vie continue. Celui qui a eu le courage alors, quelques années plus tard, en 94, en 96, si je ne me trompe pas, ou en 87, d'affronter directement le monstre sacré qu'était Nelson Mandela, que les médias occidentaux encensaient, et pourquoi l'encensaient-ils? Tout simplement parce qu'il a permis que les multinationales gardent ce qui les intéressait, la richesse de l'Afrique du Sud. Les diamants continueraient à partir. L'or continue de partir, et les Noirs, qui ont désormais le droit de vote, continuent de mourir dans les mines à de grandes profondeurs, travaillant dans des conditions misérables et sans sécurité suffisante. Parce que si tu rends une mine sûre, t'en augmentes les coûts. Donc la même histoire continue. Alors Mandela était le héros qui a réussi à sauver les intérêts. Et c'est alors que John Pilger, le grand journaliste australien, l'homme qui a dit les pires choses sur l'Australie, et il a bien fait, a exposé le système raciste de l'Australie. Il sait donc très bien ce que signifie le racisme. Il sait très bien ce que signifie l'accaparement des terres, comme il l'a vu dans son propre pays. Cet homme qui a été contraint de quitter l'Australie a également vécu en Angleterre. Il a passé quelque temps au Guardian, puis il est parti de là aussi. Quoi qu'il en soit, cet homme courageux est décédé il y a 1 an et demi, peu avant la libération d'Assange, pour qui il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie. Et il l'a affronté et lui a demandé: Que faites-vous ici et pourquoi? Quel est le sens de ce genre de liberté? Et bien sûr, la réponse de Nelson Mandela à l'époque fut: Nous avons choisi la réconciliation, et ainsi de suite. Et Ramaphosa a poursuivi dans la même voie. 30 ans se sont écoulés depuis la chute de l'apartheid et en réalité, rien n'a changé. Toujours les mêmes bidonvilles. Et ce que disent les Economic Freedom Fighters, d'ailleurs le nom de leur parti, combattant pour la liberté économique, l'indique bien, ce sont des personnes issues de l'ANC, le Congrès national africain qui gouverne l'Afrique du Sud depuis 30 ans jusqu'aux dernières élections, et je vais expliquer. Ils ont donc quitté l'ANC parce qu'ils ont estimé que les idéaux avaient été trahis. Ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. Ce n'est pas pour que tant de combattants meurent contre l'apartheid afin que nous ayons cette parodie de démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté économique. Et c'est là le message important de ce parti, des Economic Freedom Fighters. Et c'est pour cela que Trump l'attaque si durement. Parce que c'était son objectif. Les vidéos qu'il a montrées concernaient Julius Malema, le leader des Economic Freedom Fighters. Et je rappelle qu'il y a 1 mois, Trump s'en est pris à une autre grande figure du panafricanisme, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, essayant d'abord de procéder à son assassinat moral, d'organiser son assassinat moral à travers les déclarations de l'Anglais au Congrès, affirmant qu'il y aurait une junte au Burkina Faso, prétendument une junte qui volerait l'argent du peuple pour se maintenir au pouvoir. Traoré a répondu calmement: Avant nous, tout l'or quittait le Burkina Faso. Maintenant, nous avons construit une raffinerie et nous le gardons ici. Avant nous, il allait dans vos coffres-forts. Maintenant, nous le gardons ici pour créer notre propre monnaie nationale, celle que l'Alliance des pays du Sahel va établir. Il attaque donc l'Afrique, et ici nous avons raison, car depuis 2 ans nous parlons de l'importance de l'Afrique et certains ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils sont enfermés dans le faux marxisme de l'Occident, qui a tout réduit à des bavardages sur la captation de la plus-value à l'intérieur de l'Occident, et ne s'intéresse pas à l'équilibre primaire, c'est-à-dire au pillage du Sud global. Tous ces hypocrites ont donc maintenant peur. Et ils ont peur. Ils ont peur parce que la perte de l'Afrique qui se soulève,
et qui, avec l'aide de la Russie et de la Chine, principalement des BRICS, regarde ailleurs, voit qu'il existe d'autres issues pour le développement, cesse d'être le fournisseur de matières premières bon marché, de main-d'œuvre bon marché, le paradis des multinationales, des gouvernements qui montent et descendent grâce au financement des ONG. Et lorsqu'un accident survient et que certains ne font pas ce que veulent les multinationales, alors il y a aussi des assassinats. Donc tout ce système a été renversé par Lavrov, qui a récemment été décoré par Poutine, et à mon avis, très justement, car la victoire qu'il a remportée est immense, et bien sûr grâce à la politique, à la sage politique de la Chine, dont on n'entend pas beaucoup parler, précisément parce qu'ils ne font pas de théâtre, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Ramaphosa à la Maison-Blanche. Je parlerai aussi du théâtre, mais l'essentiel n'est pas le théâtre. L'essentiel, c'est la véritable politique. Pourquoi Traoré est-il une cible? Pourquoi Julius Malema, des Economic Freedom Fighters, les combattants de la liberté économique en Afrique du Sud, est-il une cible? Pourquoi les Economic Freedom Fighters sont-ils une cible, eux qui ont désormais des partis dans d'autres pays africains, inspirés par ce que fait Malema en Afrique du Sud? Pourquoi Malema? Il va au cœur du marxisme. Il parle clairement, sans les peurs des pseudo-marxistes qui snobent la Chine, qui snobent le marxisme réel, qui snobent le marxisme qui gagne et qui préfèrent se lamenter sur le marxisme qui est mort ou sur des expériences ratées plutôt que de voir la réalité. Il ne parle pas de la Chine, il ne parle pas du Vietnam qui se développe et progresse à grands pas avec un système économique similaire. Il ne parle pas de la Corée du Nord qui a réalisé d'énormes progrès économiques. Il ne parle bien sûr pas du Cambodge ni du Laos. Ils les ont oubliés. En réalité, eux aussi ont adopté une autre version du slogan de Fukuyama, qui disait alors, vers 1990, que l'histoire était morte, que l'histoire était terminée et que le libéralisme avait triomphé. Ils l'ont adopté pour des publics de gauche et cultivent le défaitisme. Ils cultivent le défaitisme et continuent de le faire au moment même où la Chine triomphe. Et ce n'est pas seulement la Chine qui triomphe, c'est l'exemple de la Chine qui triomphe. Et c'est là la douleur la plus profonde, c'est là la peur la plus profonde de Trump. C'est cela que Trump redoute. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Il dit ce que la Chine a toujours dit, à savoir que les droits politiques n'ont aucun sens sans les droits sociaux. Les droits individuels sans les droits sociaux. Les droits individuels, ce sont tous ceux que l'Occident est censé défendre. Bien sûr, seulement pour tout le monde et naturellement de manière sélective. Elle ne défend en rien les droits individuels des Palestiniens à Gaza. Impensable. Mais elle défend les droits individuels interprétés comme l'utilisation de nouveaux pronoms, etc. Pour les 40 ou 50 nouveaux genres qu'ils ont inventés ou pour toute autre absurdité qu'ils imagineront comme prétexte pour attaquer n'importe quel pays indépendant, en Afghanistan, en Iran, etc. Ils inventent des droits de l'homme en ce qui concerne les voiles. Ce n'est pas, bien sûr, rien d'autre ne les intéresse à part cela, la superficialité, et ils considèrent tout à fait normal que si un pays porte le voile, il faut aller le bombarder, tuer de nombreuses femmes qui portent le voile pour dire aux autres, maintenant vous êtes libres, si vous voulez, de ne pas porter le voile. Toutes ces absurdités, la Chine les dépasse. Elle disait toujours que s'il n'y a pas de fonds derrière, moi, si une personne est pauvre, si une personne n'a pas d'indépendance économique, si elle n'a pas la possibilité de vivre dignement, alors il n'a absolument aucun sens de parler de liberté de circulation, de liberté de propriété et de toutes ces grandes paroles. Et elle a raison, et c'est précisément ce que reprend le programme des Economic Freedom Fighters, pour lequel je vous invite à regarder l'émission que nous avions faite, je crois, il y a environ 2 ans,
avec Kostas Varvairis sur l'Afrique du Sud et sur les combattants de la liberté économique, pour que vous puissiez voir plus en détail leur programme. Et je vais résister à la tentation, je ne dirai que ce qui est nécessaire pour que vous compreniez ce qui s'est passé à la Maison Blanche. À quel point tout cela était ridicule et à quel point, à mon avis, Ramaphosa lui-même s'est ridiculisé. J'ai suivi de très nombreuses réactions provenant de divers courants politiques, de différentes orientations politiques d'Afrique du Sud et même des États-Unis. Mais ce qui importe, c'est de commencer par exposer les faits. Monsieur Ramaphosa gouverne à l'heure actuelle avec l'aide dans le cadre d'une collaboration en Afrique du Sud. Il fait partie d'un gouvernement de coalition. L'ANC, le Congrès national africain, le parti historique de Mandela, celui qui a mené la résistance contre l'apartheid, dont est également issu Malema. Mais il a été obligé de partir, bien sûr, car il a constaté que le parti avait trahi ses valeurs. Il gouverne en coalition avec la Democratic Alliance. Qu'est-ce que le DA? Le Democratic Alliance est le parti des Blancs, c'est le parti des anciens partisans de l'apartheid. Certains diront que j'utilise des mots forts et que l'apartheid est mort. Ce n'est pas le cas. L'apartheid n'est pas mort. En Afrique du Sud, il existe des villes exclusivement réservées aux Blancs, comme Orania. Il existe des mouvements locaux à Johannesburg, si je ne me trompe pas, qui réclament l'indépendance, c'est-à-dire la création d'un État réservé aux Blancs. Tout cela a été soutenu par des ONG venues de l'étranger, des États-Unis, tout comme l'a été l'Alliance démocratique, de façon scandaleuse, avec d'énormes sommes provenant de l'étranger. Pour cela, personne ne s'est indigné pour dire que ces fonds venaient de l'étranger et que les élections avaient été truquées, comme ils l'ont fait dans le cas de Georgescu en Roumanie, en prétendant qu'il avait soi-disant été financé par la Russie. L'hypocrisie habituelle, la Democratic Alliance, sa véritable nature, cela apparaît clairement si l'on suit, et c'est vraiment très intéressant à observer, ce débat au Parlement d'Afrique du Sud que j'ai regardé attentivement. Si je parviens à le retrouver, je le publierai. Ce débat important a eu lieu avant les élections et portait sur le génocide à Gaza. Au cours de ce débat, les Economic Freedom Fighters ont présenté de manière très remarquée leur fameuse proposition visant à expulser l'ambassade d'Israël d'Afrique du Sud et à engager en outre des actions concrètes contre Israël pour génocide, ce qui a finalement été fait. Lors de ce débat, le Democratic Alliance s'y est opposé catégoriquement. Il est pro-israélien, il est pro-occidental. Leurs arguments sont que nous serions isolés de l'Occident et rien que cela montre leur alignement total avec l'establishment, avec la politique occidentale. Leurs références sont là. Et d'ailleurs, la grande majorité là-bas, dans la triple majorité, ce sont des blancs. Et cela en dit long. Alors, que s'est-il passé? Ramaphosa ne pouvait pas s'opposer à cette proposition. Il ne le pouvait pas, car il aurait renié sa propre base, l'histoire même de son parti. Ramaphosa, donc, de l'ANC, a accepté cette proposition, et c'est ainsi que l'initiative a été prise, et que l'Afrique du Sud a agi, à juste titre, contre Israël devant la Cour pénale internationale, et les Economic Freedom Fighters ont soutenu Ramaphosa dans cette démarche. D'ailleurs, ce sont eux qui ont lancé la campagne à ce sujet, tout en reprochant à Ramaphosa de ne pas avoir encore expulsé l'ambassade israélienne, violant ainsi une décision du Parlement à ce propos. C'est la responsabilité de Ramaphosa de le faire, mais il a traîné et tardé à agir. Monsieur Ramaphosa a peur. Et ici, il semble que ce que Monsieur Ramaphosa a fait, il ne l'a pas fait de bon cœur ni par sincérité, mais parce qu'il craignait une désintégration encore plus grande de son parti. Ainsi, juste avant les dernières élections en Afrique du Sud, une manipulation a eu lieu
une manœuvre a été orchestrée pour empêcher les Economic Freedom Fighters de sortir vainqueurs, eux qui augmentent considérablement leur pourcentage à chaque élection. Ils atteignent 15% et continuent de progresser. Deux manœuvres. La première a été la création d'un autre parti, celui de Zuma, qui a quitté l'African National Congress et a fondé un autre parti avec à peu près les mêmes revendications que les Economic Freedom Fighters. Pour ceux qui souhaitent voir Monsieur Zuma, j'avais regardé une très bonne interview de lui sur ART où il apparaît, mais où Monsieur Zuma n'explique pas pourquoi il a fondé un parti avec exactement les mêmes revendications, légèrement modifiées pour paraître un peu plus inoffensives, en réalité dans le but de provoquer une scission. Une scission du mouvement afin de reprendre la terre. Car après des siècles de vol, d'oppression, d'apartheid et de misère économique, la seule solution logique qui existe est celle que proposent les Economic Freedom Fighters, c'est-à-dire que la terre revienne à l'État, exactement comme c'est le cas en Chine, et qu'elle soit attribuée à ceux qui en ont besoin pour un usage spécifique. C'est ainsi que cela se passe en Chine. Tu as besoin de terre pour construire une usine. On te donne la terre et tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre que ce pourquoi tu as obtenu la terre. Si tu fais autre chose, on te la reprend. Et c'est pareil pour les cultures, pareil pour une maison, etc. De cette manière, il est possible de réaliser même les très grands projets en Chine sans qu'il y ait de grands bouleversements sociaux. Très simplement, lorsque l'État a besoin de construire un réseau ferroviaire, de faire passer une grande ligne de chemin de fer à travers un village, il déplace tout le village, construisent de nouvelles maisons bien meilleures et personne ne se plaint. Pourquoi? Parce que l'État veille à le faire de cette manière et personne n'a l'impression qu'on lui vole sa terre. Tout simplement parce que la terre ne lui appartient pas. Elle appartient à l'État, qui doit la gérer de la meilleure façon possible. Il n'existe pas ce phénomène d'acheter de grandes parcelles de terre pour les garder à des fins spéculatives afin de les revendre plus tard. De très grandes étendues de terre restent ainsi en Occident, en Amérique, en Europe et même en Grèce. Nous achetons des terrains comme investissement pour les revendre à l'avenir. Pour avoir quelque chose, pour avoir de la liquidité à l'avenir. Mais cela n'est évidemment pas une utilisation efficace des terres. C'est donc ce que propose Malema, et c'est un grand danger. Que l'État, le peuple, reprenne le contrôle de la terre. Ibrahim Traoré l'a déjà fait au Burkina Faso. Pourquoi est-ce un grand danger? Parce que la même chose doit se produire aussi au Kenya. Au Kenya, il y a encore des terres volées, même après la Seconde Guerre mondiale. Ils en ont pris pendant la Première Guerre mondiale, ils en ont pris lors de la fondation de la colonie en 1884, ils en ont pris pendant la période coloniale. Après la création du réseau ferroviaire du Kenya, parce qu'il faisait venir des colons d'Angleterre, ils faisaient la publicité des terres, et l'État anglais vendait des terres qu'il avait arrachées à des tribus, qu'il exterminait ou poussait à fuir. Personne ne s'est soucié de ce qu'ils sont devenus. Sont-ils morts de faim? Probablement. Il n'y a tout simplement personne, nulle part, pour se préoccuper de ce qu'ils sont devenus. Après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pour récompenser ces combattants britanniques, car bien sûr eux aussi ont pris des hommes pour aller se battre, elle a saisi des terres et les a données en récompense à ses soldats. Les Blancs, bien sûr, car les autres n'étaient pas considérés comme des êtres humains, et elle a fait la même chose après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Anglais ont soi-disant vaincu Hitler qui essayait de gagner de l'espace vital et dont le plan était d'exterminer les slaves pour s'emparer de l'Europe de l'Est et y installer des paysans allemands. Son plan n'a évidemment pas abouti, il n'y avait pas assez d'Allemands fous pour s'installer là-bas. D'ailleurs, ils étaient aussi attaqués par la résistance, la courageuse résistance soviétique, qui ne leur laissait aucun répit. Ceux qui ont osé faire une telle chose, aller là-bas pour jouer les grands propriétaires terriens sur des terres volées à des Russes et des Ukrainiens,
tués. L'Angleterre a donc fait exactement la même chose au Kenya après la guerre. Après les procès de Nuremberg, qui condamnent avec horreur les génocides, l'Angleterre a procédé à des déplacements de population, des génocides, des accaparements de terres là-bas. Car l'accaparement des terres équivaut en grande partie à un génocide pour des populations qui vivent exclusivement de la terre. Très bien donc. Ils ont peur du Kenya, ils ont peur de la Namibie. La Namibie, encore une fois, se trouve dans la même situation. 70% des terres appartiennent toujours aux anciens propriétaires fonciers, dont la plupart sont d'ailleurs allemands. Depuis la toute première colonisation de la Namibie, puis après la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle est passée sous contrôle britannique, c'est-à-dire sous l'autorité de l'Empire britannique, eh bien, elle est effectivement devenue un mandat, la Namibie. Et bien plus tard, lorsque ce mandat a finalement été transféré au gouvernement de l'Afrique du Sud, je dirai peut-être quelques mots à ce sujet, en effet, c'est là qu'a eu lieu la fameuse et longue guerre d'indépendance de la Namibie, la guerre avec l'Angola comme on l'appelle en Afrique du Sud. Et je parlerai aussi de celle-ci très brièvement, car même cela a été évoqué de manière scandaleuse lors de cette réunion. Laissez-moi parler de la rencontre, de tout cela du spectacle. Parce que certains s'y intéressent aussi, et moi aussi, bien sûr, ça m'intéresse, car cela en dit long. Trump, donc, encore une fois, avec des journalistes triés sur le volet et guidés à cet égard. Ce qui est arrivé à Zelensky n'était pas un accident, pas plus que ce qui est arrivé à Ramaphosa. Pourquoi Ramaphosa est-il allé à la Maison-Blanche, Picot? Il y est allé parce que Trump l'a accusé de génocide et il y est allé pour s'expliquer, pour convaincre Trump. Comme si Trump était un idiot et que ce qu'il fait n'a aucune signification politique. Il y a peu de temps, il y a quelques semaines, Trump avait accueilli de façon triomphale une trentaine ou une quarantaine de Blancs venus d'Afrique du Sud. C'est ce qu'il a dit. Des agriculteurs, c'est ce qu'il a dit, qui craignent pour leur vie, c'est ce qu'il a dit, et qui sont venus aux États-Unis pour demander l'asile. Ayant exclu du droit d'asile tous les autres, même des personnes qui ont déjà obtenu l'asile, il veut les expulser, en violant des décisions de justice et en bafouant tous les principes qui leur ont accordé l'asile, c'est-à-dire en enfreignant les lois des États-Unis. Donc ce Trump-là a accepté ceux-là. À la question posée à Ruby, mais enfin parmi tous, pourquoi avez-vous choisi cela? Sa réponse a été que c'est parce qu'ils sont peu nombreux, dit-il en substance, et parce que nous pouvons le faire, et parce que c'est un génocide. Qui accuse qui de génocide? Trump, qui est en train de commettre un génocide à Gaza en ce moment, clairement. Trump qui mène une multitude de guerres. Trump qui aide Israël, lequel a actuellement coupé la nourriture et les médicaments à Gaza. Trump qui a frappé des civils au Yémen et qui est parti précipitamment lorsque ces civils, lorsque les Houthis du Yémen ont causé des dégâts d'environ 2 milliards en un mois, pendant lequel il a osé se faire passer pour le grand guerrier parce qu'il prétendait que Biden ne les avait pas frappés assez fort et que lui, il était bien plus dur, bien plus puissant et qu'il réussirait à soumettre les Houthis. Trump des États-Unis, le pays qui s'est construit grâce à un génocide, le génocide que même Hitler admirait comme un exploit de la race anglo-saxonne, qu'il considérait comme une race germanique. Et à vrai dire, Hitler n'avait pas tort sur ce point. Trump est en effet issu de la race germanique qui a conquis l'Angleterre. Bien sûr, les Normands sont venus ensuite, mais eux aussi étaient essentiellement d'origine germanique. Quoi qu'il en soit, Trump, celui du génocide, car les Indiens ont continué à être tués bien après. Pour certains, l'histoire, si elle est ancienne, n'émeut pas particulièrement. Mais après l'indépendance des États-Unis en 1774, peu de temps après, la guerre d'indépendance commence alors. Donc après l'indépendance des États-Unis, bien sûr, l'esclavage continue. Bien sûr, l'extermination des Indiens se poursuit. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux Indiens ont combattu du côté des Anglais. Ce n'est pas qu'ils avaient eu plus de chance auparavant avec les Anglais. D'ailleurs, ce sont les Anglais qui les ont amenés comme esclaves aux États-Unis.
Mais c'était le camp qui, à l'époque, combattait leur plus grand ennemi. Qui était-il? C'était le nouvel État des États-Unis, qui bien sûr était raciste. Bien entendu, il a adopté le Manifeste Destiny. Qu'est-ce que le Manifeste Destiny? Le commandement divin de massacrer tout le monde, de conquérir ce qu'on appelait le Far West, puisqu'il est sauvage et qu'il n'y a là-bas que des animaux sauvages. C'est ainsi qu'il considérait les Indiens, donc il est justifié que nous les conquérions. Les États-Unis de 1784 étaient une zone située sur la côte Est. Avant d'atteindre l'autre côté, des millions d'Indiens ont été massacrés. Et ils ont été massacrés sauvagement, car il n'y avait aucun moyen d'intégrer les Indiens au travail, de les réduire en esclavage. Ils étaient trop fiers pour faire une telle chose et ils avaient aussi un lien avec la terre. Ils avaient un lien, ils comprenaient que cette terre leur appartenait et c'est pour cela qu'il a fallu instaurer la traite des esclaves. C'est pour cela qu'il a fallu faire venir des gens de l'autre bout du monde, effrayés, brisés, issus de différentes tribus qui n'avaient pas la possibilité de parler la même langue ni de se comprendre. Il leur était donc bien plus difficile de se révolter. Et c'est ainsi que la traite des Noirs a commencé. Et c'est pourquoi, malgré tout cela, malgré toutes les langues différentes et malgré la difficulté de se comprendre, ils ont réussi en Haïti à faire la grande révolution dont nous avons parlé, à se libérer, à fonder le premier État issu d'une révolte, et petit à petit, la fermentation a commencé à s'opérer aux États-Unis. La peur, dans un premier temps, la réaction a été de vouloir se débarrasser des Noirs, donc de créer la colonie du Libéria en Afrique, de s'en débarrasser parce qu'ils représentaient désormais un danger, parce qu'ils allaient se soulever. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet. Donc ce Trump, avec ce passé trouble concernant les Noirs et les Indiens, ils étaient là confinés dans de petits camps où ils n'avaient pas les moyens de vivre, évidemment pas de façon traditionnelle par la chasse, mais en vendant des babioles aux touristes et en organisant divers spectacles de western pour les touristes. Voyez Buffalo Bill, où ils montèrent des taureaux et faisaient du rodéo pour divertir ceux qui leur avaient volé leurs terres. Et bien sûr, lorsque de l'or a été découvert dans les Appalaches, cette région aussi a été débarrassée des Indiens pour être saisie. Il existe un livre classique, Les raisins de la colère, de Steinbeck, qui parle de la grande crise économique. Mais il raconte aussi comment on a arraché la terre à ceux qui la cultivaient à cause de dettes fabriquées de toutes pièces, comment ils se sont attaqués en fait aux propres voleurs. Mais dans ce récit, ceux qui sentent qu'ils s'emparent de notre terre parlent avec passion, disant que cette terre, c'est nous qui l'avons prise, que mon grand-père l'a arrachée, l'a prise aux Indiens, l'a gagnée sur les Indiens, il a tué des Indiens. Il le dit avec sincérité. Et il y a aussi une scène dans cette œuvre où un Indien tend les bras vers le soleil et quelqu'un le tue. Et c'est un souvenir d'enfance, pour se rappeler que lui aussi avait autrefois arraché cette terre. Mais sur la terre volée, les sentiments du colonisateur, de la propriété, renaissent à nouveau. Les colons israéliens sont convaincus que cette terre leur appartient. Comment? Par ordre divin, selon la parole de la Bible. De la même manière, Cecil Rhodes était convaincu que cette terre lui appartenait. Lorsqu'il est arrivé au Zimbabwe et a vu les grands murs construits par d'anciennes civilisations, il a déclaré que les Noirs ne pouvaient pas les avoir construits, donc il devait y avoir eu des Blancs ici autrefois, et donc il était justifié de les reprendre. Il y aura toujours, et il s'inventera toujours, des excuses pour les crimes. Donc, ce Trump-là, avec ce passé coupable, accuse tout en commettant un génocide en ce moment, tout comme le fait toute l'Europe, l'Allemagne, tous ceux qui aident Israël et qui expriment hypocritement leurs inquiétudes, tout en fournissant des armes, en l'équipant complètement, en réprimant quiconque proteste contre ce génocide. La répression dans les universités américaines, la répression bien sûr en Allemagne, tu n'as pas le droit de manifester contre Israël, même si tu veux exprimer ton opinion ou défendre une cause qui te tient à cœur. Tu n'as pas le droit de dire que toute la Palestine sera libérée du fleuve jusqu'à la mer, ni même d'évoquer publiquement ce slogan ou d'en discuter ouvertement. Tu n'as pas le droit de dire la vérité, même si cette vérité te semble essentielle à partager ou à faire entendre autour de toi.
Tu n'as pas le droit de dire que c'est une colonie qui a été créée de la même manière, avec les mêmes méthodes que la Rhodésie créée par Cecil Rhodes. Tu n'as le droit à rien de tout cela. Et bien sûr, Trump se présente, et je ne peux pas éviter cette comparaison, exactement comme Hitler, en se présentant comme le protecteur des minorités. Lesquelles? Les Blancs d'Afrique du Sud. Hitler, sous ce prétexte, a déclenché la Seconde Guerre mondiale. La raison est oubliée par la plupart des gens. Si tu demandes comment cela a commencé, pourquoi cela a commencé, sous quel prétexte Hitler a déclenché la guerre, peu de gens se souviennent qu'il a commencé sous le prétexte de vouloir protéger les minorités allemandes en Tchécoslovaquie, en Pologne et ailleurs. Et pour protéger les minorités, il a massacré tous les autres. Et c'est essentiellement ce que veut aussi Trump. Il veut d'abord la tête de Ramaphosa et, bien sûr, que la misère continue en Afrique du Sud. Pour moi, tout cela est important parce que c'est une justification pour Malema. Il cible Malema et ainsi le message révolutionnaire et sa valeur deviennent clairs. Car ta valeur se mesure aussi à tes ennemis, à ceux qui te prennent pour cible. Et Trump a clairement montré les deux grandes figures de l'Afrique aujourd'hui, Julius Malema et Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'est ainsi que commencent les questions préparées. Première question préparée. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud devrait faire, selon un soi-disant journaliste, pour vous convaincre, Monsieur Trump, qu'il n'y a pas de génocide là-bas? Ramaphosa, tout fier, prend la parole et dit: Laissez-moi répondre à Monsieur Trump. Il faut lui donner des explications et il faut lui dire tralala tralalo. Il faut lui dire la vérité et il comprendra. Monsieur Trump, prêt, garde son air sévère et dit: Baissez les lumières. Et là, les lumières baissent et la projection du film commence. Le spectacle commence. Et quel est ce spectacle? C'est Julius Malema qui chante la chanson révolutionnaire, le. C'est une chanson qui a été chantée pour la première fois en zoulou, dans la langue des Zoulous, et sa traduction, sans entrer dans les détails, je vais donner une chanson grecque équivalente. C'est comme la chanson Quand viendra la nuit claire, je prendrai mon fusil, je ferai des mères sans fils, et ainsi de suite. C'est une chanson de guerre. C'est la chanson de l'opprimé, celui qui entend véritablement prendre les armes, et bien sûr, on pourrait facilement énumérer de très nombreuses chansons grecques de Kleft qui parlent de la mort de l'ennemi. Et c'est exactement ce que fait un véritable guerrier. Il ne parle jamais de niaiserie, ni de futilité, ni d'autres choses insignifiantes. La terre a été arrachée, les gens vivaient comme des esclaves, et si cela ne change pas, si la liberté économique n'arrive pas, si les conditions ne changent pas, il n'y aura jamais ni liberté ni démocratie en Afrique du Sud. Le spectacle se termine et c'est là qu'on voit à quel point Ramaphosa est insignifiant, à quel point il était incapable. Tout d'abord, comme l'a très justement souligné Julius Malema, cette chanson est révolutionnaire. C'est vrai, Malema a gagné, ils lui ont intenté de nombreux procès, ils ont essayé de lui dire qu'il incitait à la haine, qu'il essayait de cette manière que tout cela n'a pas sa place dans l'ère post-apartheid et que tout cela appartient au passé et que nous ne devrions plus chanter nos chansons révolutionnaires. Quelqu'un a-t-il pensé à interdire les chansons Kleftika ou à quand elles seront publiées parce que nous avons maintenant une démocratie? Ou parce que, soi-disant, nous sommes maintenant alliés avec la Turquie? Quelqu'un y pensera sûrement un jour. Mais Malema a raison. La Cour constitutionnelle suprême d'Afrique du Sud a finalement statué que c'est bien ainsi, que cette chanson fait partie de notre histoire et que personne ne peut interdire à M. Malema de la chanter. Il la chante généralement à la fin de ces grands rassemblements qui réunissent des centaines de milliers de personnes et cela a aussi piqué Trump qui l'a fait remarquer à M. Ramaphosa en disant que ce n'est pas un petit parti parce que M. Ramaphosa a essayé de minimiser l'importance de la chose au lieu de réagir et de dire oui, il la chante et c'est son droit puisque c'est ce qu'a décidé la Cour constitutionnelle. Au lieu de défendre la Constitution, au lieu de défendre l'indépendance de son pays,
il commença à se complaire dans les impressions. Il a commencé à dire que ce n'est qu'un petit parti, un groupuscule, que ce n'est rien. Il s'agit de M. Malema et aussi de M. Zuma. M. Zuma est celui qui a quitté l'ANC pour fonder un autre parti, le MK, et essentiellement pour diviser l'opposition, pour diviser ceux qui veulent que quelque chose soit fait concernant la question de la terre et celle des mines. Autrement dit, que les biens qui sont en réalité volés soient nationalisés. Parce que toutes les mines sont en fait volées. Elles ont été créées principalement par les Britanniques après la guerre des Boers, et il y en avait déjà quelques-unes avant, mais elles sont volées. Aucun d'entre eux n'a été acquis de manière normale. Donc, au lieu de défendre son État, au lieu de défendre ce qui lui appartient, il a essayé de dire que ce sont des extrémistes, des gens bizarres, marginaux, et que cela n'a absolument rien à voir avec nous, vraiment rien à voir. Qui sommes-nous? Ramaphosa dit. C'est moi, et je vous amène pour vous montrer à quel point nous sommes de bons gars et le ministre de l'Agriculture. Qui est le ministre de l'Agriculture? C'est le chef du DA de l'Alliance démocratique, le parti des Blancs dont nous parlions plus tôt. Et le président du DA prend aussi la parole, le président, le ministre de l'Agriculture, pour dire oui, Monsieur Trump, il y a un génocide, comme certains le disent. Il y a probablement de la violence, mais ce n'est pas. Il y en a aussi contre les Noirs, et il y en a surtout contre les Blancs. Mais c'est précisément pour cela que nous nous sommes alliés à l'ANC, même si nous avons été ennemis pendant des décennies. Et bien sûr, ils étaient ennemis depuis des décennies. Le DA était la continuité historique du parti de l'apartheid. C'était voilà ceux qui restaient de l'apartheid. C'était ceux qui étaient restés pour défendre les biens et les droits des Blancs. Nous, qui luttions depuis des décennies et étions des ennemis mortels, à quel point mortels? À mon avis, pas si mortels que ça, puisque les biens sont restés à leur place. De toute façon, mais pour le théâtre politique, c'étaient des ennemis mortels. De la même manière, pour le théâtre politique, nous avons aussi la gauche et la droite en Grèce pour dire la même chose, tout comme nous avons Syriza pour dire que nous faisons très bien et que nous sommes avec Israël. Ce dont nous parlions avec mon ami Nikos Platis lors de l'émission précédente à propos de Syriza. Donc, selon la même logique, là-bas aussi ils sont adversaires, des adversaires politiques. Nous, en revanche, nous avons surmonté nos différences politiques précisément pour tenir ces extrémistes hors du gouvernement. Bien sûr, au Parlement, Malema et les mangeurs d'économistes parlent fort et de manière crue, et ils n'aiment pas leur façon de s'exprimer. Ils n'aiment pas non plus qu'ils viennent habillés en combinaison rouge de révolutionnaires. Ils n'aiment pas qu'ils parlent comme de vrais révolutionnaires, réclamant de véritables changements. Ils n'aiment pas la façon dont ils disent clairement que nous admirons la Chine et ce qu'elle a accompli. Et notre programme est un programme qui s'appuie sur l'expérience politique de la Chine. Ils n'aiment pas cela, et Trump non plus n'aime pas cela. Il les a traités d'extrémistes et de marxistes. Ça lui fait mal. Il n'aime pas que Malema parle contre l'impérialisme, c'est-à-dire au fond contre les États-Unis, contre l'Empire. Il n'aime pas non plus que Ibrahim Traoré fasse la même chose au Burkina Faso. Qui parle vraiment contre l'impérialisme en Occident? Les partis prétendument de gauche occidentaux ont oublié cela ou ne le font que comme un simple slogan. Ils ne s'attaquent pas réellement à l'impérialisme. La gauche grecque s'attaque-t-elle à l'impérialisme? Considère-t-elle la France comme un pays impérialiste au sein de l'Europe? Considère-t-elle l'Allemagne comme un pays impérialiste qui essaie une fois de plus de nous pousser à la guerre contre la Russie et qui forme une Wehrmacht, une nouvelle Wehrmacht? Et cette fois-ci, en plus, ils commencent par participer au génocide en aidant Israël dans le génocide, puis ils forment la Wehrmacht. C'est-à-dire qu'ils nous montrent dès le début leur vrai visage et leur hypocrisie. Et bien sûr, ils ont d'abord mené la guerre en Ukraine, puis ils veulent aussi une Wehrmacht pour en faire encore plus. Que font tous ces partis de gauche en Occident à propos de tout cela? Que font-ils pour défendre le Zimbabwe? Que font-ils pour défendre ce qu'il reste des Mau Mau au Kenya? Ils ne font rien. Et ils ne font rien tout simplement parce qu'ils ne sont rien d'autre que des réformistes et, en réalité,
rien d'autre que des mécanismes de contrôle de la pression sociale. Donc ces mécanismes-là, c'est ainsi que l'ANC a évolué et c'est ce qu'a dit Ramaphosa, il le confirme avec l'Alliance démocratique que nous avons collaboré pour exclure les Economic Freedom Fighters afin qu'ils ne forment pas de gouvernement. Pour que, et d'ailleurs Zuma est aussi parti, ça c'est moi qui le dis, parce que lors de cette réunion, Zuma lui-même s'est présenté comme un soi-disant extrémiste. Mais pourquoi Zuma a-t-il précisément créé un nouveau parti en avançant exactement les mêmes revendications? Que M. Zuma lui-même y réponde. Il a raison dans ce qu'il dit, mais la question n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi quand tu le dis, qui d'autre l'a dit et quels mécanismes sociaux existent. Parce que dire la même chose et créer un autre parti, c'est un acte de division. C'est la tactique bien connue des multiples petits partis de gauche. C'est ce que font les ONG des ambassades. Parce que c'est une de ces pièces. Pas consciemment bien sûr, ni leurs partisans. Mais tout se juge à son résultat, et moi je regarde le résultat. C'est ce qu'a réussi M. Zuma avec son nouveau parti. Faire entrer au Parlement, faire entrer au gouvernement le DA, le Democratic Alliance, le Parti des Blancs, ce qui était impensable qu'il se retrouve à nouveau au gouvernement. De toute façon. Et ce n'est pas tout. M. Trump, pour les ridiculiser encore plus, Ramaphosa, pour obtenir tout ce qu'il veut, pour tout rafler. Parce qu'au final, tout se fait pour la terre et l'eau, pour l'argent, pour le bénéfice économique. Il a également amené 3 femmes africaines, notamment qui vivent aux États-Unis, 3 anciens citoyens sud-africains blancs qui ont déménagé aux États-Unis, pour qu'eux aussi, disant la même chose, qu'ils subissent des pressions, que l'un joue le rôle du bon flic, qu'ils disent que ce n'est pas exactement un génocide, mais qu'il y a bien sûr de la violence contre les blancs, etc. Et qu'ils disent que nous avons besoin de plus de police. Donc nous avons besoin de Starlink, d'Elon Musk, l'autre sud-africain qui veut imposer Starlink. Encore une belle histoire. Pour que Starlink puisse véritablement s'implanter, il doit impérativement se conformer en toute légalité aux lois sud-africaines, qui exigent que 30% de l'entreprise appartiennent à des locaux, à des citoyens africains. Elon Musk n'accepte pas cela et c'est pour cette raison qu'il a été exclu, mais il n'a pas aimé être exclu et il voulait contourner les lois sud-africaines, allant jusqu'à accuser l'Afrique du Sud de racisme en disant qu'on l'empêche parce qu'il est blanc. Eh bien, M. Elon Musk a réussi avec ses pressions et, il y a quelques jours, Ramaphosa a cédé après être revenu en Afrique du Sud et il a accordé un statut spécial à Starlink pour qu'il puisse venir en Afrique du Sud. Et il demandait aussi d'autres contrats pour la technologie. Et je ne suis pas convaincu que Ramaphosa lui-même était totalement pris au dépourvu, car lui aussi, de manière très humble, au lieu de répondre de façon agressive à tous ces mensonges, selon lesquels il y aurait soi-disant un génocide en Afrique du Sud, alors qu'il n'y a pas de génocide. Il y a de la criminalité, ce qui est normal dans un pays avec 40% de chômage, avec des populations démunies dans les centres urbains. Je vous invite à regarder le documentaire de John Pilger, Peu de choses ont changé depuis qu'il y est allé. Avec toute cette misère sociale, il est naturel qu'il y ait des personnes désespérées. Bien sûr, il y a des gens qui essaient d'enfreindre la loi, d'entrer sur des terres pour cultiver un peu, simplement pour survivre. La plupart n'ont ni la possibilité, ni même les connaissances nécessaires pour faire de la production agricole, car l'agriculture nécessite aussi des outils, et ces outils sont coûteux. Comme cela s'est produit au Zimbabwe, où il existe une forte pression sociale, la forte pression sociale a forcé Mugabe, au début des années 2000, à céder à un moment donné et à permettre aux agriculteurs de reprendre la terre qui leur avait été arrachée, c'est-à-dire de récupérer leurs terres. Ils ne prennent rien, ils ne volent personne. Ils doivent survivre. Je crois qu'un jour, la même chose se produira en Afrique du Sud et le catalyseur sera Julius Malema et les Economic Freedom Fighters. Donc, au lieu de dire tout cela qu'il aurait dû dire, à savoir que les gens doivent vivre et qu'ils doivent obtenir de la terre pour survivre, Ramaphosa a commencé à jouer le jeu de la démocratie, le conte de fées de la démocratie. Nous avons la démocratie, monsieur Malema dit ce qu'il dit,
Tout cela en réponse à M. Trump qui insistait pour le mettre sous pression, lui disant que celui-ci, dit-on, chante Kill the boys. S'il existe quelqu'un qui dit vraiment Kill the farmer, si quelqu'un ici me dit qu'il a tué des agriculteurs, alors il doit absolument être arrêté. Nous ne le laisserons pas libre comme ça. Qu'il soit arrêté. Selon Malema, M. Trump voudrait le tuer car il a bien plus peur et cela ne lui suffit pas qu'il soit simplement arrêté. Et M. Malema a probablement raison car l'expérience historique le montre avec Kadhafi et tous les autres qui se sont opposés aux droits, aux privilèges des multinationales jusqu'aux dirigeants assassinés qui sont, il y en a une soixantaine en Afrique. De toute façon, donc M. Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, au lieu de riposter, au lieu de dire que nous n'acceptons aucune ingérence dans nos affaires intérieures, que M. Malema a le droit de dire ce qu'il dit. Il a invoqué la démocratie, il a dit que nous avons la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire quel genre de démocratie est-ce avec tant de misère, enfin bref, et que c'est pour cela que M. Malema dit ce qu'il dit, mais que nous le gardons sous contrôle. M. Trump insiste, nous avons des milliers de personnes qui viennent aux États-Unis. Quels milliers? Il y en avait une trentaine, 40 tout au plus. En fait, M. Malema, Julius Malema, a souligné que puisque 30 ou 40 agriculteurs sont venus en tant que réfugiés, soi-disant parce qu'ils ont été persécutés ou prétendument parce qu'ils ont peur en Afrique du Sud, où sont leurs terres pour que l'État puisse les récupérer conformément à la loi en tant que terres inutilisées et les attribuer à la production agricole? Il n'y en a nulle part. En fait, dit M. Malema, il s'agirait probablement de quelques blancs qui avaient d'autres métiers, moins prestigieux. Peut-être étaient-ils voituriers, et ils sont allés là-bas pour se faire passer pour des agriculteurs prétendument persécutés, car cela n'a aucun sens. Et M. Malema a raison sur ce point. Il est impossible que 30 ou 40 grands propriétaires terriens partent sans que cela passe inaperçu. D'ailleurs, les terres qu'ils possèdent sont immenses, tout comme au Kenya, en Namibie, etc. Voilà encore une question arrangée, cette fois par un autre journaliste. Il demande: que ferez-vous puisque 72% des agriculteurs sont blancs? Que deviendra votre économie s'ils partent? La menace habituelle: vous ne savez pas, vous allez vous ruiner, vous n'êtes pas capable de produire. Tout le monde dit ça. C'est la pensée coloniale habituelle. Nous savons mieux que vous. Il y a même cet argument incroyable. Bien sûr que les mines nous appartiennent, à nous, les entreprises, parce que c'est nous qui les avons créées. Et avant notre arrivée, vous ne saviez même pas qu'il y avait de l'or ici, donc c'est à nous. Très bien. Très bel argument qu'un pays africain aille donc faire des extractions en Angleterre, qu'il ramasse tout ce qu'il trouve et qu'il reparte. Excellent argument. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce qui m'a le plus indigné, c'est ce qu'a dit un autre africaneur. J'ai l'impression que c'était le premier à avoir pris la parole, celui qui a parlé de la guerre en Angola. En d'autres termes, il a mentionné comme une bonne chose, en termes de relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, dans l'histoire des relations, la guerre que l'Afrique du Sud a menée, selon les Sud-Africains, contre l'Angola, mais en réalité, c'était la guerre de libération de la Namibie, la guerre que le monde a menée, à savoir la guérilla namibienne, le plan, le mouvement de guérilla là-bas, contre les autorités sud-africaines qui ont pris la Namibie comme mandat des Britanniques et avaient l'intention, après la Première Guerre mondiale, d'y imposer le même système raciste. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi imposé l'apartheid. C'est pour cela qu'il y a eu un grand conflit à l'ONU. Toute une histoire, peut-être que j'en parlerai séparément à un autre moment. Beaucoup ont apporté leur soutien. Nyerere en Tanzanie a soutenu le peuple de Namibie et la guérilla. Che Guevara est venu et a combattu là-bas. Lumumba du Congo a combattu aussi.
Mais cette guerre était menée par l'Afrique du Sud de l'époque. C'était pour imposer l'apartheid là-bas, et ils l'ont imposé dans une large mesure. Et la résistance était contre l'apartheid. Et c'est pourquoi ils ont eu l'audace de le présenter comme une coopération historique, comme une guerre contre le communisme. C'est ainsi qu'ils le voyaient à l'époque. Contre l'autre camp, contre la Cuba de Castro, contre le Che Guevara, contre l'Union soviétique, contre tous ceux, en somme, qui soutenaient la libération de la Namibie. Il a eu l'audace de mentionner cela comme un aspect positif dans l'histoire des relations. Et M. Ramaphosa n'a même pas eu le courage, là non plus, de se lever, j'irais jusqu'à dire de lui donner une gifle, mais au moins de lui répondre verbalement: Qu'est-ce que tu racontes, espèce de raciste? Tu mets la guerre pour imposer l'apartheid en Namibie parmi les aspects positifs et tu l'encenses juste pour flatter les États-Unis. Ce sont les péchés des États-Unis, ce crime raciste que l'Afrique du Sud a tenté de commettre en essayant d'étendre l'apartheid à la Namibie. Même là-dessus, Ramaphosa n'a pas pu dire un mot. Il n'a pas su le dénoncer comme raciste, cet africaneur qui évoque de telles choses, et puis un autre africaneur qui demande comment tous ces africaneurs sont-ils arrivés là-bas, hein? Qu'ils parlent en présence des présidents, en présence des ministres. Pourquoi? Parce que le patron, Trump, contrôle le spectacle. Il les a amenés là-bas pour qu'ils disent ce qu'ils devaient dire, pour humilier Ramaphosa, et Ramaphosa est resté là à écouter comme un petit chien obéissant, afin que les Blancs d'Afrique du Sud le félicitent, en disant comme il s'est bien tenu et à parler de démocratie. Quelle démocratie? Cette démocratie qui exclut une grande partie de la population, la maintient dans la misère et lui accorde un droit de vote ridicule pour faire semblant d'être des citoyens. Rien du tout. Et à propos de la guerre en Angola, et l'autre, l'africaner, le beau parleur. Il faut faire quelque chose, créer des emplois, attirer des investissements. 40% de chômage. Comment vas-tu les créer? Avec des investissements venus d'Amérique, c'est-à-dire, en d'autres termes, en bradant tout. Là non plus, Ramaphosa n'a rien à dire. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est allé là-bas. C'est ce qu'il est allé dire, que nous avons besoin d'investissements, que nous avons besoin de technologies pour lutter contre la criminalité, qui vise aussi bien les Blancs que les Noirs. Il s'est comporté comme un diplomate de pacotille, et je dis de pacotille parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne la diplomatie. La diplomatie signifie, selon l'étymologie du mot, voir les choses avec deux yeux, être capable de les voir aussi de l'autre côté. Mais cela ne signifie pas abandonner ton propre point de vue, cela signifie être capable de comprendre ce que tu veux, ce que veut l'autre partie et où vous pouvez vous rencontrer. Mais l'autre partie, dans le cas de Trump, veut t'humilier. L'autre partie, dans le cas de Trump, veut dire que ton pays commet un génocide. Pourquoi? Parce qu'avec les démarches devant la Cour internationale de justice de l'Afrique du Sud, devant la Cour pénale internationale contre les États-Unis, enfin plutôt contre Israël, mais aussi contre tous ceux qui aident Israël dans le génocide, tu as contrarié les États-Unis. Il est absolument impossible de trouver un terrain d'entente là-bas. Il veut te détruire. Il veut complètement réécrire l'histoire. Il veut faire passer le blanc pour du noir. Il veut faire passer le voleur pour un homme respectable, car ce sont des voleurs, ceux qui ont arraché cette terre là-bas et l'ont revendue. Et même dans le cas où la terre a été volée il y a des siècles, même là, il n'est pas justifié de dire: d'accord, mon ancêtre était un voleur, donc j'ai parfaitement le droit de la posséder, parce que vous ne pouvez pas me condamner pour le vol commis par mon ancêtre. C'est là que ce que dit Malema s'applique. Puisque ton ancêtre était un voleur et que cette terre a été prise de manière injuste, la seule façon de nous réconcilier et de vivre en harmonie est de maintenir l'équilibre social, c'est de partager la terre de manière raisonnable, afin que nous puissions tous vivre. Mais ils ne veulent pas cela, personne ne le veut. Pourtant, ils invoquent hypocritement les droits de propriété. Quels droits de propriété? Lorsque tu piétines les droits sociaux,
le droit fondamental à la survie, ce que dit la logique chinoise, les droits sociaux, et c'est là-dessus qu'insistent les Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique. Eh bien, cette vérité est très importante aussi pour la Grèce. Pourquoi? Parce qu'après la catastrophe des mémorandums, après tous ceux qui ont perdu leur maison, que va-t-on faire exactement? Allons-nous protéger le droit sacré de propriété des banques qui ont saisi les maisons? Comment l'équilibre social sera-t-il rétabli avec tous ces chômeurs? Comment l'équilibre social sera-t-il rétabli avec tous ceux qui ont tout perdu et sont partis à l'étranger pour travailler? Avec une application hypocrite de lois petit-bourgeoises, la seule solution nécessairement sera des mesures similaires à celles que propose Malema. Et plus la situation sociale s'aggrave, plus ces solutions deviennent alors inévitables. Je ne vais pas trop m'étendre. En fait, je vais vraiment essayer de ne pas m'écarter vers d'autres sujets qui, pour moi, sont directement liés, car plus on en dit, plus il devient difficile de garder le sens central, le. Malema a répondu et, à mon avis, cette réponse marque le début d'un grand soulèvement. C'est le début d'une prise de conscience dans toute l'Afrique que les solutions viennent de l'intérieur et non de l'extérieur comme le pense Ramaphosa. Elles ne viennent pas avec les investissements des Américains, donc avec la braderie. Elles viennent d'abord par le développement du commerce intérieur en Afrique, car l'Afrique est immense, elle a tout. Deuxièmement, par le transfert de technologies depuis des régions développées comme la Chine et la Russie, qui sont prêtes à le faire et l'ont déjà prouvé à travers un commerce équitable comme celui proposé par les Chinois lors du FOCAC, la grande rencontre de l'année dernière, que nous avons analysé dans une émission avec Kostas Ververis, où ils ont accordé des droits de douane nuls à pratiquement toute l'Afrique, à la majorité des pays du continent africain. Cela se fait par des projets d'infrastructures, des routes, de l'énergie, comme ceux qui sont réalisés dans l'Alliance des pays du Sahel, mais aussi dans toute l'Afrique par la Chine et la Russie, avec des centrales nucléaires, des réseaux ferroviaires, etc. Cela se fait en regardant vers l'intérieur du continent, en exploitant bien sûr la très grande main-d'œuvre disponible. Le continent de la jeunesse compte presque des centaines de millions de jeunes. En 2050, ce qui n'est pas si loin, il y en aura 2,5 milliards. Cela se fait avec l'indépendance. Indépendance comme dans les pays du Sahel. Récemment, Sonko est allé au Sénégal. Il a visité le Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, pour inaugurer un monument commémoratif important en compagnie d'Ibrahim Traoré, l'actuel président de la transition burkinabé, lors d'une cérémonie officielle organisée en l'honneur de Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution africaine et ancien président du Burkina Faso. Il a ainsi reconnu une république, le Sénégal, un pays qui a toujours été du côté des troupes françaises en soutenant activement les opérations spéciales menées dans la région et en facilitant les routes logistiques qui partaient de là pour intervenir dans différents pays d'Afrique, notamment lors de missions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Maintenant, le Sénégal expulse les Français, y chasse les bases françaises, beaucoup sont déjà partis et les autres partiront aussi. Le processus a déjà commencé. Ils ont également conclu de nombreux accords avec le Burkina Faso et, à mon avis, ils se préparent progressivement à rejoindre l'Alliance des pays du Sahel, offrant un accès à la mer, tout comme le Maroc obtiendra probablement aussi un accès à la mer depuis la région des Sahraouis. C'est un sujet complexe, je préfère ne pas m'y attarder ici. Il y a de nombreuses complications autour de cette question. Le Tchad, bien sûr, qui prend également des mesures similaires, avec ses responsables déclarant que c'est là que se porte leur attention vers l'Alliance des pays du Sahel. J'ai mentionné la Namibie. La Namibie a une présidente vraiment remarquable et exceptionnelle dans son pays. Elle a mis au jour du pétrole ainsi que du gaz en mer et elle a déclaré que cela resterait toujours sous l'autorité du président. Donc elle seule décidera si et comment ces ressources seront exploitées. Les compagnies minières étrangères n'ont pas le droit d'y toucher. Ils ont donc décidé d'extraire eux-mêmes le pétrole et comme la Namibie ne compte que 3,5 millions d'habitants,
et ne pourrait pas construire seul des raffineries pour raffiner le pétrole en Afrique à son propre avantage, au lieu de l'exporter brut et de le voir revenir en Afrique raffiné à un prix multiplié, laissant les pays producteurs sans pétrole ou dans la misère, elle a conclu un accord avec le Botswana. Un autre président remarquable là-bas afin qu'ils puissent exploiter ensemble ces ressources, le Botswana où vivent les Herero, les survivants du grand génocide perpétré par les Allemands là-bas en 1904. La Namibie aussi, c'est un sujet important. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai séparément, non pas pour nous apitoyer, bien sûr, mais pour examiner la grande opportunité, comme nous l'avons analysé dans l'émission que nous avons faite sur les génocides avec Petros Papadopoulos et Kostas Varveris. Tout ce qui se passe en Afrique et bien d'autres choses encore, notamment Doumbouya en Guinée, qui, en l'espace d'une belle journée, il y a environ une semaine, il a nationalisé, il a socialisé quelques 43-44 entreprises. Il a plutôt retiré les licences d'exploitation à 43-44 entreprises à capitaux étrangers. Et lui aussi est un dictateur là-bas, mais lui aussi observe ce qui se passe dans son voisinage, dans l'Alliance des pays du Sahel, et tout le monde s'en inspire. Donc dans ce contexte révolutionnaire, dans ce contexte où même les dirigeants conservateurs et les dirigeants effrayés des pays africains ne veulent pas mettre la population en danger, je ne blâme personne, je ne dis pas, je ne veux pas, comment dire, d'une certaine manière, surenchérir en révolutionnarisme en encourageant des choses impossibles. Au contraire, on agit quand on sait qu'on va gagner. On n'agit pas pour perdre, ni pour que son nom soit inscrit en lettres d'or parmi les grands vaincus. On le fait pour gagner. C'est ainsi que l'Alliance des pays du Sahel a procédé avec réalisme. Calmement, petit à petit, ils construisent d'abord leur sécurité. Ils développent leur production agricole avec des machines, avec de nouvelles méthodes de culture, en fournissant des machines pour que le labour soit possible pour de nombreux agriculteurs et sur de vastes territoires, en menant une politique sociale adéquate, en maintenant le moral élevé, en reprenant le contrôle des terres du pays et petit à petit en constituant des réserves d'or. Et lorsque le moment sera venu, ils émettront leur nouvelle monnaie. Ils ont déjà créé les banques, ils ont mis en place leurs institutions de crédit et, petit à petit, ils avancent. Tu ne fais pas cela pour perdre. Je dis donc cela. Même les dirigeants conservateurs qui ont le plus peur, qui craignent la violence, et ils ont toutes les raisons de la craindre, car lorsqu'il y a des coups d'État en Afrique, personne n'entend parler des sales affaires de la France et des États-Unis, on n'entend rien du tout à propos du scandaleux coup d'État de l'an dernier au Congo, où ils sont entrés dans le palais présidentiel, ont tué et ont proclamé qu'ils recréaient l'État du Zaïre. Rien n'a été entendu, ni sur les grandes chaînes grecques bien sûr, ni dans les médias occidentaux. Tout est présenté de manière déformée, tout est tourné en caricature. Et on présente la situation comme ça, sans détail, sans jamais dire qui se cache derrière quoi, sans rien expliquer, de sorte que ça entre par une oreille et ressorte par l'autre. Et ainsi, même les naïfs en Europe pensent que nous sommes quelque chose de différent, qu'on nous traite autrement. Nous, on a subi une dictature de 7 ans et on a été effrayés. Là-bas, les gens ont traversé des dictatures successives orchestrées par l'Occident, des crimes répétés, de la terreur. Car les terroristes ne sont pas autochtones, c'est une armée venue de l'extérieur, c'est une intervention étrangère. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'Alliance des pays du Sahel. Ils font face à une véritable guerre et ils sont en train de la gagner. Ils le gagnent avec leurs propres moyens, ils le gagnent aussi avec l'aide de la Russie, et ils le gagnent en construisant la confiance en eux-mêmes au sein de la population, que nous pouvons le combattre nous-mêmes et que nous n'avons besoin d'aucune aide française ni d'aucune aide européenne, car en réalité, ceux qui ne vont pas nous aider sont ceux qui ont mis en place le réseau de terroristes contre lequel nous luttons. Et au moment crucial, ils ne frappent pas les terroristes, mais reculent.
Donc, cette supercherie, cette nouvelle prise de conscience qui émerge d'Afrique et qui arrive peu à peu en Grèce, détruit les mythes de la libération. Comment la Grèce sera-t-elle libérée? Comment chassera-t-elle les bases étrangères, les bases américaines? Comment créera-t-elle sa propre monnaie indépendante qui ne soit pas contrôlée de l'extérieur? Comment pourra-t-elle commercer avec sa monnaie nationale sans être exclue du système SWIFT? Ce qui s'est passé au Zimbabwe où ils ont été exclus du système SWIFT et il leur était impossible de faire le moindre commerce international et des gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, sont morts parce qu'ils n'avaient pas assez d'outils agricoles. Tandis qu'en même temps, les perroquets occidentaux propageaient de la propagande contre le Zimbabwe. Ils sont même allés jusqu'à écrire un livre, Why States Fail, Pourquoi les États échouent, qui contient un chapitre spécial pour tourner le Zimbabwe en ridicule. Pour leur dire, pour parler de tous ces mythes que l'Occident entretient sur les raisons pour lesquelles les pays échouent lorsque le reste de la planète n'est pas sous un contrôle colonial strict des grandes puissances, c'est-à-dire la corruption, comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes de corruption, la mauvaise gestion, l'ignorance, le manque de savoir, etc., etc. Toutes ces idées racistes et colonialistes. La Grèce doit tirer des leçons du Sud global, à mon avis, elle doit prendre conscience qu'elle fait partie du Sud global, qu'on la traite exactement de la même manière, et en tirant ses enseignements, elle doit faire les bons choix. La sécurité passe avant tout, comment faire partir les bases? D'où dis-tu que tu prends des armes pour pouvoir faire partir les bases? Qui est le véritable ennemi? Il faut le regarder en face. Il ne faut pas parler de mauvaise gestion, de bêtises, ni dire qu'on va éradiquer la fraude fiscale. Toutes ces histoires à dormir debout avec lesquelles on se berce et les décennies passent jusqu'à ce que nous vieillissions. Il faut voir comment relancer la production. Qui t'a détruit la production? L'Union européenne. Pourquoi t'a-t-elle détruit? Avec quel plan et pourquoi tout cela se produit-il? Je vis en Roumanie, un pays qui, sous Ceausescu, produisait 3 fois plus de nourriture que ce que nous consommons, et aujourd'hui, c'est un importateur, il ne produit même pas, je crois que c'est entre 40 et 60%, je ne me souviens plus exactement, de la nourriture qu'il consomme. C'est un pays importateur. Prenons donc ces leçons comme a essayé de le transmettre aussi Georgescu, malgré ses grandes erreurs et sa sympathie envers Israël lors des élections qu'il aurait gagnées en Roumanie. Mais bien sûr, puisqu'il allait les gagner, lorsque le second tour a commencé et que plus de 60% avaient déjà voté pour l'élire, ils ont interrompu les élections et il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont relancé, refait les élections et ont porté au pouvoir de façon putschiste Nicholson que nous avons aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Tirons donc les leçons importantes de cette situation afin de pouvoir véritablement accomplir quelque chose de concret, de tangible et de parler en des termes réalistes, précis et honnêtes de ce qui doit absolument être fait pour l'indépendance de la Grèce, et non avec des slogans simplistes ou des voies qui mènent directement, inévitablement à l'échec, avec des demi-mesures inefficaces. Il est impossible d'accomplir quoi que ce soit tant que nous fragmentons la question, tant que nous considérons les phénomènes séparément, tant que nous croyons que les bases peuvent rester et que la Grèce peut devenir un pays indépendant, avoir une monnaie indépendante, sortir de l'Union européenne et ainsi de suite. Je préfère ne pas m'étendre davantage. Ramaphosa a pris la décision de choisir le compromis dans cette situation, et cela à lui seul suffit à tout détruire. Il n'y a pas de diplomatie avec Trump, avec les États-Unis. La seule chose qui les satisfait, c'est la soumission totale, et ce fiasco, cette mascarade, ce ridicule de Ramaphosa, à mon avis, est la meilleure justification que Julius Malema aurait pu espérer. C'est leur déclaration claire que leur seule raison d'exister n'est pas, comme Malema le dit,
très justement, ni de lutter contre le chômage, ni de faire quelque chose de bien pour leur pays. La seule raison de leur existence est de freiner l'ascension au pouvoir des Economic Freedom Fighters et la légitimation de la lutte pour la liberté économique. Je m'arrête ici. J'attends de voir un Julius Malema en Grèce ou bien un Ibrahim Traoré, des figures emblématiques du changement. Julius Malema, c'est la voie démocratique, la lutte menée par la base, par le peuple, pour accéder au pouvoir, quartier par quartier, la propagande, la mobilisation, la participation à la société à travers les nombreuses organisations qu'il crée dans tout le pays pour résoudre les problèmes, c'est l'une des voies. La voie de Traoré, dans des situations bien plus brutales, en pleine guerre contre le terrorisme, ayant pris le contrôle de son pays. Il existe de nombreux chemins et chaque chemin est toujours jugé par ses résultats, pas par les slogans, pas par la soi-disant démocratie, pas par des étiquettes comme dictateur entre guillemets, comme celle qu'on colle à Traoré. Rien. Tout, chacun en politique est jugé par ses résultats et tu n'as même pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que lorsque tu fais une intervention aussi brutale, aussi risquée que celle qui se produit au sein d'une société, c'est une grande responsabilité. Ce que tu proposes doit réussir. Et pour réussir, il faut regarder du côté des grandes puissances, et ces grandes puissances existent. C'est la Russie, c'est la Chine, ce sont les BRICS, ce sont eux qui agissent. La Russie depuis la guerre en Ukraine et peut-être même avant, les BRICS depuis une décennie et la Chine depuis sa fondation Travail et Aide, ils ont aidé de nombreux pays à trouver leur indépendance. Quiconque est sincère dans ses propos dit aussi ce qu'il faut faire et sait parfaitement comment utiliser les véritables armes.